Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro Business. Cette semaine, votre magazine de l'actualité économique s'intéresse aux accords de partenariats économiques environ 47 ans après leur entrée en vigueur et 22 ans après la signature de l'accord de Cotonou et au lendemain d'une nouvelle négociation des 10 accords toujours au Bénin. Nous évoquerons dans quelques instants les contours de cette coopération entre l'Union européenne et les pays Afrique, Caraïbes ou Pacifique. Ce sera en seconde partie de ce programme avec notre analyste social, Yambon Timba. Mais tout d'abord, ce sujet de Serge Bertrand ici qui revient sur ces échanges commerciaux qui, de l'avis de certains analystes, pâtissent du fait de la méconnaissance même des APE, que d'aucuns considèrent aujourd'hui comme le marché des dupes. Initié en 2022 entre les pays de l'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et l'Union européenne, les négociations devant aboutir aux accords de partenariat économique entre les deux parties sont censées poser une nouvelle base aux relations commerciales entre les deux zones. 20 ans après le déclenchement du processus, ces relations sont déséquilibrées en faveur de l'Union européenne au regard de leurs impacts sur les économies des parties signataires. En effet, si ces accords bénéficient davantage à l'Union européenne, ils constituent un risque d'appauvrissement pour les États de l'ACP. Ceci en raison du niveau de libéralisation des produits concernés. Concrètement, le démantèlement tarifaire au-delà d'inonder le marché des pays par les produits européens anéantit les capacités de production des entreprises locales. Les impacts sur leurs économies s'observent sur 3 aspects: économique, social et régional. L'impact économique pour un pays comme le Cameroun pourrait être la réduction des recettes fiscales du fait de la baisse d'au moins 3,5% du prix des produits importés, voire la suppression totale des frais de douane. De même, les entreprises locales pourraient perdre des parts de marché par leur incapacité à faire face à la concurrence des produits importés. Sur le plan social, les APE accentuent le chômage et réduisent le pouvoir d'achat et le revenu des ménages. La prolifération des produits manufacturés importés réduit l'utilisation de la main-d'œuvre locale et les prix qui ne sont pas toujours à la portée du citoyen moyen réduisent davantage le pouvoir d'achat. L'impact sur l'intégration régionale, enfin, s'observe par la coexistence de 2 tarifs extérieurs communs aux différentes communautés économiques, telles que la CEMAC et l'UEMOA, entre autres. Certains États ont ratifié les APE indépendamment des règles communes de commerce de leurs sous-régions respectives, faisant ainsi cohabiter de nouvelles règles des accords avec l'Union européenne, celles de leurs communautés économiques régionales et leurs propres règles nationales, un désordre économique qui, selon les observateurs, profite à l'Union européenne. Et pourtant, les accords de commerce et de développement négociés entre l'UE et les pays dits ACP ont pour objectif de faire gagner toutes les parties prenantes et leur donner accès aux mêmes avantages économiques et commerciaux. La situation mondiale actuelle pousse les organismes internationaux à avertir sur un risque accru de la situation d'ici quelques années. Et pourtant, un récent rapport de Multi-Commodity Center montre que le commerce mondial devrait régulièrement croître en 2022 ainsi que dans les années à venir. Un optimisme qui ouvre la voie à de nouvelles négociations entre différents États pour accroître leur développement économique et ainsi relever leur niveau d'avant-pandémie de Covid-19 et guerre russo-ukrainienne, un sujet que signe Marie-Vonne Dongo. Le commerce mondial devrait croître régulièrement selon un rapport de Dubai Multi-Commodity Center. Ceci est possible grâce à une nouvelle ère du multilatéralisme soutenue par la régionalisation, le commerce des services, l'innovation et le commerce durable qui voit le jour. Malgré la crise en Ukraine et la Covid-19, le commerce des marchandises et un rebond du commerce des services devraient suivre cette année. Sur le long terme, c'est-à-dire au-delà de 2022, des changements devraient soutenir le commerce frontalier, incluant ainsi un régionalisme accru, la force du commerce des services, l'innovation et la politique climatique. Pour parvenir à ce résultat, le rapport annonce qu'il faudra miser sur 2 facteurs, financer les déficits d'infrastructures et financer le commerce. La géopolitique commerciale mondiale est également évoquée dans le document. Le paysage des prochaines années s'appuie sur les nouveaux développements du régionalisme, du commerce bilatéral et des flux d'investissements mondiaux. Les politiques commerciales nationalistes devraient continuer à dominer. Un nouveau multilatéralisme est susceptible de s'installer. Dans ce nouveau paysage également, les investissements et les échanges transfrontaliers deviendront de plus en plus axés sur le marché plutôt que sur l'efficacité. Cette chaîne commerciale sera renouvelée au fil des années en fonction des avancées technologiques.
Le commerce mondial réserve donc des surprises et des résultats meilleurs que ceux observés en 2021. Il devrait atteindre un niveau record de 28,5 milliards de dollars. Retrouvons à présent l'analyste social Yamb Ntimba qui nous entretient sur les accords de partenariat économique et leur impact dans les économies mondiales, particulièrement africaines, dans une ère entachée de guerre de positionnement et de leadership dans cette nouvelle ère mondiale. On regarde. Bonjour Yamb Ntimba et bienvenue dans Afro Business. Bonjour Madame Gay, merci de m'avoir invité une fois de plus. Alors on parle dans ce numéro des accords de partenariat économique. Que pensez-vous aujourd'hui de ces traités commerciaux de développement de libre-échange entre l'Union européenne et les pays dits ACP? Je pense que c'était un hold-up. Un hold-up de l'Union européenne. Et malheureusement, ce hold-up a été fait avec la complicité de nos dirigeants. Et ce n'était pas nécessaire, ni pour l'Union européenne, ni pour nos dirigeants. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir parler franchement à ses partenaires, leur expliquer toute l'ineptie, ainsi que toute, comment on appelle ça, le caractère inapproprié de certains accords. L'Union européenne, aujourd'hui, de plus en plus, est dans une attitude de gestion d'objectifs à court terme. À court terme, ça semble profiter à l'Union européenne. Ils écoulent, plusieurs de leurs pays créent des supermarchés dans nos pays pour écouler leurs produits dans le cadre, en profitant de ces accords de partenariat économique. Et à court terme, ça tue nos activités, notre Made in Africa, Made in Cameroun, toutes ces choses-là, Made in Bénin, Sénégal, qui essayent d'émerger, particulièrement dans le domaine de l'agroalimentaire et dans le domaine des produits d'entretien. On peut effectivement, si on tient compte des 3 dernières années, avoir le sentiment que c'était une bonne affaire pour l'Union européenne. Le problème, c'est qu'à long terme, même à moyen terme, c'est une très mauvaise affaire parce que l'image d'exploitation, de prédation de l'Union européenne ne fait que se densifier ici. Et les gens qui perdent leur emploi, dont les activités sont bloquées parce que malheureusement ils n'arrivent pas à distribuer et puis la plupart de ces enseignes par exemple leur sont fermées. La plupart des gens qui par exemple essaient de créer des entreprises de construction de voitures ou de motos ou de tracteurs agricoles n'arrivent pas à décoller à cause de ces accords de partenariat économique. Ces gens-là vont forcément, du fait de la créativité extraordinaire de l'Afrique, vont trouver une solution. Et comme aujourd'hui nous savons que, en grande partie, en tout cas pour ce qui est des pays où on utilise le franc CFA et le franc comorien, c'était en grande partie adossé sur le franc CFA, et que, qu'on le veuille ou pas, d'ici 5 ou 10 ans, le franc CFA n'existera plus, eh bien ces gens-là, le couple disparition du franc CFA, hyper créativité des Africains, vont faire que, à partir d'ici 5-7 ans, l'Union européenne va perdre sa position et ce sera pour un très longtemps. Donc c'est une très mauvaise affaire. Mais est-ce que justement, on a vu les accords de Cotonou, c'était en 2021, il fallait réactiver le contrat. Est-ce que ce n'était pas là le lieu, peut-être pour les États africains, membres de ces accords, de renégocier en faveur des producteurs locaux pour pouvoir s'arrimer également, avoir les mêmes chances, les chances égales que les pays européens? Non, le problème de ce cadre ACP-UE, c'est que c'est un cadre de contrôle mis en place par l'Union européenne pour s'assurer de la docilité d'un certain nombre de dirigeants. Les pays importants ne mettent pas en place des cadres de partenariat pour faire plaisir aux pays pauvres ou aux pays faibles. Ils mettent ces cadres parce que ça leur permet un contrôle permanent sur ces pays qu'ils veulent contrôler, mais ça leur offre également une plateforme de renseignement économique, scientifique, de renseignement sur les ressources humaines qui alimente les réflexions de leur propre think tank, de leur propre lobby, de leur propre cabinet d'études, de leur propre organisation publique chargée de la prospective et de la géopolitique et de la géostratégie. Et donc, en réalité, ce n'est pas pour notre bien.
si on me demandait mon avis, je demanderais aux pays africains tous de sortir de ce cadre UE-ACP, tout de suite, maintenant. Et de commencer d'abord par construire l'Afrique, soit 5 États sous-régionaux, Afrique centrale, de l'Ouest, du Nord, du Sud, de l'Est, et à ce moment-là, s'asseoir sur une table, parce que quand l'Afrique centrale, CEAC, qui constitue un État, s'assied sur une table de négociation avec 350 millions d'habitants, 7 millions de kilomètres carrés, 10%, disons à peu près 7,5-8% des matières premières exportées dans le monde, qui représentent à peu près 8 milliards de tonnes de matières premières, qui aurait dû d'ailleurs leur rapporter 8 000 milliards de dollars. Je ne sais pas comment on n'a pas pu le faire et on n'a eu qu'un PIB de 571 milliards de francs CFA, 571 milliards de dollars de PIB. Eh bien, je pense que c'est ce que je leur demanderais. À ce moment, on aurait de vraies discussions avec tous nos partenaires, l'Union européenne, les États-Unis, l'Asie, la Chine, l'Inde ou le Moyen-Orient. Ça veut dire une réorganisation socio-économique de ces accords? Totale. Il faut une refonte totale de tous ces accords-là, mais qui a pour préalable la refonte totale politique et économique de de l'Afrique elle-même, soit en un État continental qui a 1,5 milliard de consommateurs et qui représente donc une force extrêmement importante. C'est qui ferait donc de cet État l'État le plus peuplé du monde, puisque la Chine n'aura que 1,4 milliard d'habitants. Et cet État-là serait l'État le plus riche du monde, puisqu'il a exporté l'année dernière 33 milliards de tonnes de matières premières, qui représentaient à $1 le kilo de matières premières en moyenne. Ça représenterait 33 000 milliards de dollars. Bon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encaissé 33 000 milliards de dollars? Je ne sais pas, mais je pense que si on avait un État continental, on aurait encaissé au minimum la moitié. Et la moitié, c'est quand même 83-85% du PIB de l'Union européenne. Mais n'oublions quand même pas que ces accords sont compatibles avec les règles de l'OMC, dont sont membres la quasi-totalité des pays africains, dont le Cameroun. Mais la question que je vais vous poser a trait à la situation économique actuelle dans le monde, qui impose particulièrement aux États africains de se tourner vers l'industrialisation. Est-ce que cela peut être l'ouverture vers de nouveaux accords bilatéraux? Et qu'est-ce que cela pourrait apporter à ces États? Il faudrait d'abord que l'Afrique se réorganise. Vous ne pouvez pas être des États lilliputiens comme le Bénin ou le Swaziland ou je ne sais pas moi le Cameroun et vous pensez que vous allez lutter contre des mastodontes comme la Chine, l'Inde, l'Union européenne, la Russie ou les États-Unis comme ça, avec tant de facilité. C'est pas possible. Même les pays les plus importants se regroupent. Le BRICS, l'Eurozone, c'est pas par hasard. Ces gens-là, l'ALENA, l'Amérique du Nord, et d'ailleurs l'OTAN, l'OCDE, même les pays les plus riches du monde ont créé l'OCDE pour se regrouper. Il n'y a que l'Afrique qui n'a rien, qui a créé une espèce de chose qu'ils ont appelée quoi? ZLECAf. Vous avez créé la ZLECAf dans un continent où le tiers des États n'a même pas de monnaie. Vous voyez qu'il y a des bases que nous n'avons pas. Il faut d'abord commencer par s'organiser au niveau local, au niveau continental africain. Non, vous dites que tous les pays africains sont membres de l'OMC. Mais encore une fois, je vous dis, ce sont des instruments, des outils aux mains de ceux qui les ont créés. Le système international est contrôlé pour le moment par un bloc qui, quand vous prenez au moment où on déconnecte l'or du dollar en 71, ce bloc-là représentait pratiquement 65% des exportations au niveau international. Nous sommes en 71. Aujourd'hui, ça a chuté sérieusement, mais ce bloc-là continue à avoir une influence extrêmement importante. Pour casser cette influence, il faut que les blocs dominés se réorganisent et se regroupent pour faire des entités ayant une taille critique qui leur permettent de parler d'égal à égal avec les autres. Vous ne pouvez pas être le Gabon et espérer que vous allez discuter avec l'Union européenne. Vous allez discuter de quoi? Vous ne représentez même pas le PIB d'un département, d'un Länder allemand et vous voulez discuter avec l'Union européenne. Comment vous pensez que quand ils sont devant vous, ils vous regardent comment? Ils vous disent, bon, sans prétention. Donc pour y parvenir, obligatoirement, l'Afrique doit se refaire. D'abord, tel que l'Afrique est aujourd'hui, elle ne peut pas s'industrialiser. Mais on a quand même le produit intérieur brut de l'Afrique, selon les prévisions de ces organisations internationales, notamment de l'Afrique centrale, qui devrait croître avec 4,5% pour seulement l'Afrique subsaharienne. Est-ce que ce n'est pas justement pas un début pour que dans les années futures, on puisse peser lourd? Vous savez ce qui est le plus intéressant avec les Européens? Ils ont 6 siècles d'expérience en matière de gestion des esclaves. Donc, quand on vous dit 4% de développement, de croissance de votre PIB, c'est quoi? Mais c'est exactement l'esclave qui est à la maison,
à qui on va dire non, mais à compter d'aujourd'hui, on te donnait 10 grammes, on te donnait de la nourriture sans viande, mais à compter de demain, on va te donner 10 grammes de viande. Ouais. Ça a vraiment changé fondamentalement quelque chose à sa situation. Est-ce que le problème qu'il a, c'est de manger de la viande? Le problème qu'il a, c'est de ne plus être esclave. Donc, ce n'est pas ça le problème, 4% de croissance, mettez même 100% de croissance. Vous prenez les 11 États de la CEAC, ça fait quoi? 571 milliards de dollars de PIB. À peu près, ouais. Si vous avez une croissance de 4,5%, ça change quoi? C'est peanut, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, le fond du problème, dans l'océan de votre misère, c'est rien du tout. La chose qui est importante, mais à côté, vous avez quand même exporté 8 milliards de tonnes de matières premières qui auraient dû vous rapporter 8 000 milliards de dollars. Donc, le problème n'est pas que vous ayez une croissance de 4,5%. Vous êtes à 571 milliards de PIB parce que vous êtes un ensemble d'États lilliputiens. Vous croyez que le Rwanda peut parler à l'Inde ou, je ne sais pas moi, à la Russie? Le Burundi? Comment? Vous n'êtes pas de taille à discuter avec ces gens-là. La RDC, elle a beau avoir 2,5 millions de kilomètres carrés, 100 millions d'habitants. C'est un petit pays. C'est un petit pays. Vous avez la Russie à 200 millions d'habitants. Il lui faut bagarrer ferme pour pouvoir tenir. Le Brésil a 200 millions d'habitants, il n'arrive pas à tenir. Vous avez 100 millions d'habitants. Vous êtes un pays dont le niveau de technologie, on a tellement détruit l'ADN de votre civilisation que vous êtes au niveau du Moyen-Âge. Et vous voulez discuter avec ces gens-là? Mais quand vous êtes la CEAC, les États-Unis d'Afrique centrale, CEAC, et que vous avez 350 millions d'habitants, et que vous avez 7 millions de kilomètres carrés, les gens ne vous parlent pas n'importe comment. Votre président ou vos dirigeants de manière générale ont une certaine tenue. Ils savent ce qu'ils valent, ils savent ce qu'ils ont derrière eux, quel est leur niveau, quels sont les soutiens dont ils jouissent. Mais quand vous êtes le président du Congo, la plupart des gens avec lesquels vous parlez ne savent même pas où se trouve le Congo sur la carte du monde. Donc ils parlent avec vous en se disant vous ne valez certainement rien du tout, puisqu'ils ne savent même pas d'où vous venez. Donc, il faut que l'OMC, c'est un de leurs instruments. Oui. Nous n'y sommes pas parce que nous l'avons voulu, nous y sommes parce que c'est dans l'air du temps. Parce que après les indépendances, ça faisait bien d'y être. Et en fait, on s'y est retrouvé. La plupart des pays africains, demandez-leur s'ils ont déjà proposé une seule chose à l'OMC. Et qui a été validée? Non, même pas. Je dis pas, on n'arrive même pas encore à la validation. Forcément, on a des ministères qui prennent part aux assemblées générales annuelles de ces organisations. Bien sûr, mais pour dire quoi? Lorsqu'ils reçoivent déjà les revues du FMI, on leur demande de s'asseoir et de prendre des notes. Vous croyez que c'est quand ils sont là-bas qu'ils ont quelque chose à dire? Vous savez, la réalité est triste. Hein? Parfois, on a du mal, ça fait mal de dire ça. Quand je vois les ministres de mon pays ou des pays environnants, des gens que je respecte, j'ai quand même du mal à vivre ça. Hein? Savoir que vous avez de petits fonctionnaires du FMI, très souvent particulièrement moyens, qui viennent quand même donner des leçons à nos gens ici, qui sont par ailleurs quelquefois des gens sérieux sur le plan intellectuel. Ça fait quand même mal parce qu'ils sont malheureusement dans des compromissions néocoloniales qui les obligent à écouter ces gens-là. Donc non, pas du tout. Il faut qu'on se réorganise et c'est notre organisation interne en Afrique qui va nous propulser, qui va nous donner les cadres de l'industrialisation. L'industrialisation, ce n'est pas quelque chose qui se décide. C'est un environnement social, historique et politique qui le suscite. Il faut que les gens le comprennent. Tant que les conditions sociales de base ne sont pas réunies, on ne peut pas s'industrialiser. Pas du tout. Alors, on a l'impression, vous avez parlé de la SLECAF, mais pas en bien, on a l'impression que c'est un mort-né. Et justement, il tarde à démarrer. N'est-ce pas là un gros handicap aussi pour le développement économique de l'Afrique? Ce n'est pas un mort-né, c'est une manœuvre, c'est une manipulation. C'est même de l'intoxication. Tout le monde sait que la ZLECAF, c'est n'importe quoi. Vous avez, je vous présente la situation de l'Afrique, c'est 12% de commerce intérieur, c'est 6 700 milliards de dollars de PIB, c'est 55 pays, c'est le dernier continent où vous avez encore un pays qui est une colonie, le Sahara occidental, mais c'est simplement parce que c'est un pays de noirs qu'il est encore une colonie. Vous avez un pays qui n'a aucun maillage, dont les pays ne communiquent pas entre eux. Les deux capitales du monde les plus proches, Kinshasa et Brazzaville, ne sont même pas reliées. Donc, je crois que peut-être qu'il y a un pont qui devait être construit. Je ne sais pas s'il est déjà construit. Pas du tout. Voilà. Donc, c'est les deux capitales les plus proches dans le monde. Mais
Ils ne sont pas proches. Vous ne pouvez pas aller d'une capitale à une autre. Vous avez les coûts de billets d'avion les plus élevés dans le monde, parce que c'est compliqué d'aller d'un pays à un autre. Vous avez besoin d'un visa pratiquement à tout moment. Vous êtes même à l'intérieur des zones des organisations sous-régionales, vous ne pouvez même pas aller d'un pays à un autre facilement. Donc tout cela, ce sont des coûts de facteurs qui font que, en réalité, tout est bloqué. La circulation des biens et des personnes est l'un des éléments qui facilite l'industrialisation. Donc, et qui va faciliter l'intégration économique des États. Vous avez des étudiants qui ne se parlent pas. Combien d'étudiants camerounais sont déjà allés en Tanzanie dans le cadre de la mobilité estudiantine? Mais tout le monde rêve, dans le cadre de la mobilité estudiantine, tout le monde leur dit allez en France, allez en Angleterre, allez en Inde, Mais pourquoi ils ne vont pas en Tanzanie? Pourquoi ils ne vont pas au Sénégal? Pourquoi ils ne vont pas, je ne sais pas moi, au Ghana? Pourquoi ces étudiants-là ne vont pas en Éthiopie ou Mozambique? Ils ne connaissent même pas leur propre continent. Ils n'ont pas ce qu'on appelle la conscience collective. Et voilà les éléments sociaux qui permettent un décollage économique et industriel. Les gens n'ont pas de conscience collective qui fasse que quand un Namibien est devant un Camerounais, il sait que c'est son compatriote, c'est son frère. Quand un Ghanéen est à côté d'un Éthiopien, il sait que c'est son compatriote, c'est son frère. Quand un Sahraoui est à côté d'un Congolais, il dit c'est son frère. Les gens n'ont pas ça. Ils ont le sentiment d'être tellement éloignés les uns les autres et l'environnement de prédation internationale soutient ça. Soutient ça pour qu'ils aient toujours l'impression d'être très éloignés les uns des autres. Et comment est-ce qu'ils vont pouvoir se développer? Pendant que vous faites des business plans pour des marchés le Gabon, c'est combien? 2 millions d'habitants, 3 millions d'habitants? Un peu plus. Bon, alors pendant que le Gabonais fait un business plan pour 3 millions d'habitants, le petit Chinois, il fait un business plan pour 1,5 milliard d'habitants. Vous croyez qu'on est, on est sur les mêmes échelles? Donc vous créez la ZLECAf alors que la base n'existe pas. Mais ce serait plus facile. Si vous créez 2 conditions pourraient permettre à ZLECAf d'être quelque chose de pertinent. Un État continental africain, la solution optimale. Donc vous n'avez plus besoin de ZLECAf, puisque comme c'est un État, le marché est unique. Et ouvert. C'est un marché national. Ou alors vous faites les 5 États sous-régionaux. À ce moment-là, ils peuvent communiquer. C'est un downsizing, mais c'est quelque chose qui peut être acceptable. Alors, il faudrait savoir que l'inflation sera un peu plus accentuée avec un resserrement des différentes politiques commerciales, avec un gros impact sur le commerce africain et mondial. Quelle solution urgente préconisez-vous aujourd'hui? Je n'ai pas de solution sortie de mon chapeau de magicien parce que je ne suis pas magicien, heureusement. Je suis juste quelqu'un qui essaie de réfléchir et de se poser des questions sur l'Afrique et de trouver des solutions qu'on pourrait implémenter. Il faut être réaliste, pragmatique. L'inflation peut être utilisée pour doper l'économie. Mais je vous dis encore, les structures politiques de l'Afrique sont le frein majeur à l'exploitation même de tels éléments. Les structures politiques de l'Afrique, et là, on passe des structures politiques, donc de l'éclatement du continent en petits États, aux structures diplomatiques et géopolitiques, parce que les pays ne se parlent pas. Demandez à la plupart des présidents actuels, combien de présidents africains ils ont déjà rencontrés? Dans combien de pays africains ils se sont déjà rendus? La plupart sont partis en Europe, en Amérique du Nord, en Asie. Ils ne vont jamais en Afrique, ou très peu. Mais comment vous pouvez penser développer un continent que vous ne maîtrisez pas? Vous ne le maîtrisez pas. Dont les chefs, les dirigeants ne se parlent pas. Ils ne se voient que rarement au sommet de l'UA. Certains n'y vont même jamais. Comment ils vont faire? À quel moment peuvent-ils structurer une stratégie continentale? Ils ne se voient pas, ils ne se parlent pas. Demandez-leur combien de fois ils sont allés rendre visite à leurs homologues africains. Il y a des présidents africains qui passent un mandat, ils ne vont dans aucun pays africain. Donc, c'est compliqué. Alors, la méconnaissance des accords de partenariat économique, là, votre développement nous fait voir que c'est un gros danger pour les économies africaines, notamment. Bien sûr. Ces accords de partenariat, n'oubliez pas, l'Europe vient en Afrique pour 2 raisons, 2 objectifs précis. Il y en a de petits objectifs périphériques, mais il y a 2 objectifs majeurs. Le premier, l'accès gratuit ou facile aux matières premières. La France a réussi le premier aspect, l'accès gratuit aux matières premières, puisque par le fait des comptes d'opération, elle note simplement qu'elle a pris du gaz, du pétrole, du bois, du fer, et puis elle vous dit non, l'argent est dans le compte d'opération, elle n'est pas obligée de vous payer.
Donc l'accès gratuit aux matières premières et l'accès gratuit à vos marchés, donc des débouchés pour leurs produits. C'est tout. Ils ne sont pas venus ici pour vous dire qu'ils vont développer votre continent. Ça ne les intéresse pas du tout. Tant que vous êtes des types à qui ils vont venir vendre des chemises, des chaussures, des parfums, des sardines, des voitures, en évitant de vous vendre des voitures neuves, essentiellement des voitures de seconde main, bah, ils sont contents. Ils sont très contents. C'est pour ça qu'ils ont atteint leurs objectifs. Donc, en réalité, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc, les accords de partenariat ne sont pas là pour développer l'Afrique. J'ai entendu l'OTAN, le G7. Le G7. J'ai entendu le G7 dire oui, mais on va mettre en place 600 milliards de... D'abord, 600 milliards, c'est ridicule pour un continent qui pourrait générer pratiquement 5 fois plus. Pas 5 fois, 50 fois plus. L'Afrique peut générer 50 fois ce paquet de 600 milliards de dollars. Si on payait normalement ces matières premières à l'équivalent d'$1 par gramme de matières premières exportées. Par kilogramme de matières premières exportées, ça ferait 33 000 milliards de dollars l'année dernière. Donc 600 milliards, c'est une goutte d'eau. C'est rien du tout. À la limite, c'est pas sérieux. Mais bon, pour nous, ça représente rien du tout. Et c'est 10% du PIB officiel de l'Afrique. C'est pas ça, c'est pas avec ça. Il nous faudrait une masse monétaire pour développer un pays. Vous comprenez les constantes des Européens. Le franc CFA, puisqu'il est symptomatique de la présence européenne, de la prédation européenne en Afrique, le franc CFA maintient la masse monétaire dans nos pays autour de 15%. 15% en Afrique centrale, autour de 25% en Afrique occidentale. Vous ne pouvez pas investir avec ça. Il y a des niveaux d'investissement que vous ne pouvez pas réaliser avec une telle masse monétaire. Parce que la Chine arrive à créer une masse monétaire de 240% de son PIB. En Europe, dans la zone euro, c'est 100% de la masse monétaire qui est créée pour qu'on puisse investir. Donc, le G7 va s'asseoir et s'aligner sur ce que la France a décidé être notre masse monétaire, c'est-à-dire autour de 10%. Et ils vont donc dire, on met en place un package, et ce package-là représente exactement, comme par hasard, 10% de notre PIB. Donc, il faut que nous fassions ces liens-là et que nous constations qu'il y a une constante dans l'attitude de l'Occident par rapport à nous. En fait, ces 600 milliards, c'est pour faciliter l'évacuation de nos matières premières et pour s'assurer que les chaînes logistiques existent comme dans les supermarchés qu'on ouvre partout, les ports qu'on achète partout, etc., qui vont donc permettre d'amener leurs produits chez nous. C'est tout. Merci une fois de plus pour ces éclairages et merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et c'est là-dessus que s'achève cette nouvelle édition d'Afro Business. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Vous pouvez également nous suivre sur nos différentes plateformes des médias sociaux, sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou encore Instagram. Merci de bien vouloir rester en compagnie de nos programmes.